Il est 20 h, bonsoir à tous, bienvenue. Voici les titres à la une de ce samedi soir. Un nouvel appel international pour un cessez-le-feu à Gaza. Les tensions restent vives au Proche-Orient et les diplomaties occidentales tentent d'imposer un virage dans la région. À la une, les coulisses d'un plan de paix envisagé par les États-Unis avec en ligne de mire un accord qui garantirait à la fois la sécurité d'Israël et les droits des Palestiniens. Un événement symbolique, ce soir, la Seine rouvre à la baignade pour le grand public. Plus de 100 ans après son interdiction, les Parisiens vont pouvoir à nouveau plonger dans le fleuve dès ce week-end. Une avancée inattendue à quelques semaines des JO, mais qui soulève encore des questions sur la qualité de l'eau et de la sécurité. C'est ce que nous verrons dans ce journal. L'alerte des experts de la lutte anti-tabac. Réunis à Dublin, ils tirent la sonnette d'alarme face à la progression spectaculaire de la cigarette électronique chez les ados, une pratique en forte hausse qui inquiète par son impact sur l'addiction à la nicotine et les risques pour la santé publique. Cette démonstration de puissance sous les mers, la marine française se modernise. Le tout nouveau sous-marin nucléaire d'attaque se classe Suffren vient d'être admis au service actif. Un renfort stratégique à l'heure où la guerre et les profondeurs devient un enjeu majeur pour les grandes puissances navales. Tensions diplomatiques entre Israël et l'Iran, cela continue puisque plusieurs arrestations ont eu lieu ces derniers jours à Tel Aviv. Les autorités israéliennes affirment avoir démantelé un réseau d'agents au service de Téhéran. Un contexte explosif alors que les noms de plusieurs Français détenus en Iran, dont Cécile Collère et Jacques Paris, continuent d'être brandis comme symbole d'une guerre d'influence. Et puis ce soir dans l'enquête du Grand News, un cold case relancé plus de 20 ans après la découverte du corps de Ghislaine Kerstrat en Lot-et-Garonne. La justice ouvre à nouveau le dossier. Un meurtre resté sans réponse pendant des années, une famille en attente de vérité et aujourd'hui un rebondissement, un espoir, celui de retrouver enfin les traces du ou des responsables. Le Proche-Orient, de nouveau au cœur des préoccupations internationales, alors que les bombardements se poursuivent à Gaza, plusieurs voix s'élèvent pour appeler à un cessez-le-feu immédiat. Les États-Unis, en première ligne, souhaitent initier un changement durable dans la région. Un plan diplomatique est d'ailleurs en cours de discussion pour garantir à la fois la sécurité d'Israël et les droits des Palestiniens. Où en sont les tractations et quels sont les enjeux? On fait le point dans ce reportage. Les frappes s'enchaînent. À Gaza, les jours passent et les tirs continuent. Une situation humanitaire toujours plus critique et un cycle de violence sans fin. Face à l'impasse, la communauté internationale tente de reprendre la main. À Washington, les négociations s'activent. Objectif, obtenir un cessez-le-feu durable et amorcer un changement profond dans la région. Le président des États-Unis, Donald Trump, avait lui aussi tenté, en 2020, de relancer le processus de paix en proposant un plan controversé. Aujourd'hui, les discussions reprennent avec l'administration actuelle, déterminée à imposer une nouvelle donne. Car pour espérer sortir de l'impasse, il faudra une solution globale. Sécurité d'un côté, reconnaissance de l'autre, les États-Unis veulent garantir les droits du peuple palestinien tout en assurant la défense d'Israël. Selon un expert, il faut un tournant stratégique et il doit être accepté par les deux parties. Sans cela, aucune paix durable ne pourra s'installer. Les tractations sont longues, mais les enjeux sont majeurs. Derrière les discussions, une volonté, en finir avec un conflit vieux de plusieurs décennies. Sur le terrain, les populations civiles attendent un signe. Celui d'un cessez-le-feu. Et peut-être, enfin, celui d'un avenir différent. C'est une image qu'on n'avait pas vue depuis plus d'un siècle, se baigner librement dans la Seine. À Paris, la baignade dans le fleuve est désormais autorisée. Pour le grand public, dès ce week-end, une promesse longtemps repoussée, mais qui devient réalité à quelques semaines des Jeux Olympiques. Regardez ce reportage au fil de l'eau grâce à nos correspondants en région. Regardez. Pendant plus de 100 ans, cela relevait de l'interdit. La Seine, trop polluée, trop risquée. Un fleuve que l'on admirait, mais que l'on ne touchait plus. Ce week-end, tout change. Pour la première fois depuis 1923, les baignades sont de nouveau autorisées pour les Parisiens. 3 zones ont été aménagées, au bras de Grenelle,
au quai de Bercy et au Bras-Marie. Ces sites ont été choisis pour leur accessibilité, la sécurité de leurs berges et surtout, la qualité de l'eau. Des contrôles sanitaires seront effectués chaque jour pour garantir une baignade sans risque. Les installations sont simples mais encadrées. Des maîtres nageurs, des équipements de sécurité et des zones délimitées pour éviter tout danger lié à la navigation. L'objectif, c'est de changer le regard sur la Seine, de montrer qu'un fleuve en ville peut redevenir un lieu de vie, selon l'adjoint au maire. À moins d'un mois des JO, cette réouverture est aussi un test grandeur nature. Car en août, c'est ici que se dérouleront les épreuves de triathlon et de nage en eau libre. Un symbole fort pour la capitale, et peut-être le début d'un nouvel usage du fleuve. La Seine, plus vivante que jamais. À présent, suivons le cours de notre fil de l'actualité pour vous parler de cette inquiétude croissante et spécialiste de la santé publique qui fait face à un nouveau phénomène qui touche de plus en plus de jeunes, la cigarette électronique. Réunis en congrès à Dublin, les experts mondiaux de la lutte contre le tabac dénoncent une banalisation du vapotage, notamment chez les ados, et alertent sur les risques d'addiction à la nicotine, comme nous le montre ce reportage sur une pratique en pleine expansion. Constat, le vapotage est en forte hausse, en particulier chez les jeunes. Un usage qui s'est banalisé, trop rapidement. En France, la proportion d'adolescents vapotant régulièrement a presque doublé en 5 ans, passant de 25% à plus de 40% chez les lycéens. Ce n'est pas sans danger. Même si la cigarette électronique peut aider certains à arrêter de fumer, elle expose surtout les jeunes à une addiction précoce à la nicotine, selon un expert. Arômes fruités, design attrayant, marketing ciblé, les industriels du vapotage sont accusés d'emprunter les codes du tabac d'hier pour séduire une nouvelle génération. Le phénomène est tel qu'il inquiète même dans les établissements scolaires. Des cas d'addiction et de troubles liés au vapotage ont été signalés, notamment chez les plus jeunes. Face à cette vague, plusieurs pays ont déjà durci la législation. L'Australie et Singapour interdisent certaines recharges. Le Brésil envisage d'interdire totalement les cigarettes électroniques dès 2026. Vous l'aurez compris, c'est un nouveau défi pour la santé publique. Derrière l'image lisse de ces petits dispositifs, des risques bien réels et une jeunesse à protéger. La France muscle sa force de la dissuasion sous-marine. Ce vendredi, un tout nouveau sous-marin nucléaire d'attaque, le Tourville, a été admis officiellement au service actif de la base navale de Toulon. Hier donc, une modernisation stratégique alors que les fonds marins sont devenus le théâtre discret mais déterminé des tensions militaires mondiales. Reportage de nos correspondants en région. Il s'appelle Tourville. Long de 99 mètres, équipé d'un réacteur nucléaire dernière génération, il est le 3e sous-marin d'attaque de classe Suffren à intégrer officiellement la flotte française. Une nouvelle étape dans la modernisation de la marine nationale. Objectif, renforcer la présence stratégique de la France sous les mers, à l'heure où les grandes puissances s'affrontent aussi dans les profondeurs. Ces bâtiments sont capables d'intervenir dans toutes les zones sensibles du globe, avec un haut niveau de discrétion, selon un officier de la Marine nationale. Des zones sous surveillance, où la compétition navale s'intensifie. Les États-Unis, la Chine ou la Russie renforcent eux aussi leur flotte sous-marine. Une bataille silencieuse pour le contrôle des fonds marins. Le Tourville embarque des technologies de pointe, armement furtif, systèmes de surveillance, guerre électronique. Il peut aussi mener des opérations spéciales avec des commandos embarqués. À bord, les marins sont formés pour réagir à toutes les menaces. Une exigence de précision et de préparation permanente. La dissuasion ne se joue plus seulement dans les airs ou sur les terres. Sous la surface, la France entend bien rester une puissance qui compte. C'est une affaire qui ravive les tensions déjà très vives entre Israël et l'Iran. Ces derniers jours, plusieurs arrestations ont eu lieu à Tel Aviv. Selon les autorités israéliennes, il s'agirait d'agents liés à des services de renseignement iraniens. Une nouvelle illustration d'une guerre de l'ombre entre les deux pays. Dans ce contexte, les visages de Cécile Collère et Jacques Paris, deux Français toujours détenus en Iran, sont à nouveau brandis comme symbole d'une diplomatie sous pression, comme nous le montre ce reportage préparé par toute la rédaction. À Tel Aviv, ces derniers jours,
Une série d'arrestations a provoqué un véritable séisme au sein des milieux diplomatiques et de la sécurité intérieure. Plusieurs individus auraient été interpellés, soupçonnés de mener des activités d'espionnage au profit de l'Iran. Des perquisitions auraient été menées dans le plus grand secret, dans des lieux sensibles de la capitale israélienne. Une affaire qui intervient dans un contexte déjà marqué par une hostilité grandissante entre l'État hébreu et la République islamique. En toile de fond, la détention prolongée et toujours inexpliquée de plusieurs ressortissants étrangers par le régime iranien. Parmi eux, 2 Français, Cécile Collère et Jacques Paris, arrêtés en mai 2022, et depuis détenus sans procès équitable. À Paris, les appels à leur libération se multiplient. Leurs portraits ont été accrochés sur les grilles de l'Assemblée nationale, comme un rappel silencieux de ce combat humanitaire et politique. Des députés, des diplomates, des familles se battent pour faire entendre leur voix. On est clairement dans une guerre d'influence. L'Iran utilise ces détentions comme des leviers dans une stratégie de chantage diplomatique. C'est un bras de fer qui ne dit pas son nom, nous dit un expert en géopolitique. Depuis plusieurs années, Israël et l'Iran se livrent un affrontement souterrain, une guerre de l'ombre faite de cyberattaques sophistiquées, d'assassinats ciblés, d'opérations clandestines menées loin des caméras. Ce nouvel épisode d'espionnage présumé vient raviver les tensions et alimente les soupçons d'une intensification de cette guerre froide moderne. Les grandes puissances occidentales observent avec inquiétude cette montée des périls. Dans une région déjà instable, chaque geste, chaque arrestation peut être perçue comme une provocation. Le risque d'un embrasement régional n'a jamais été aussi réel. Pendant ce temps, le sort de Cécile Collère et Jacques Paris reste suspendu à des tractations diplomatiques opaques, loin des regards, loin des caméras. Leur détention prolongée devient chaque jour un symbole plus fort, celui d'un affrontement silencieux entre 2 puissances irréconciliables. À Paris, leurs proches, leur soutien, continuent de se mobiliser, inlassablement. Pour eux, il n'y a pas de géopolitique, pas de stratégie d'influence. Il y a simplement 2 êtres humains, privés de liberté, otages d'un conflit qui les dépasse. Car derrière les grandes manœuvres, les discours officiels, les déclarations fermes des chancelleries, il y a une vérité brutale, celle de vies suspendues, de familles brisées, et d'un combat pour la justice qui se heurte au cynisme des rapports de force internationaux. Alors que la tension reste à son comble au Proche-Orient, alors que chaque jour semble nourrir un peu plus la défiance entre Téhéran et Tel Aviv, le sort de ces 2 Français devenus malgré eux les visages de cette guerre de l'ombre nous rappelle que, parfois, les conflits les plus violents se jouent dans le silence, et que la paix, elle, reste un combat à mener, loin des projecteurs, mais au nom de tous. C'était en octobre 2002, dans une petite commune de Lot-et-Garonne, le corps sans vie de Ghislaine Le Kerstrat, une infirmière de 51 ans, est retrouvé dans sa maison largué de coups de couteau. Plus de 20 ans plus tard, le mystère reste entier, pas d'arrestation, pas de mobile clairement établi, une affaire classée sans suite jusqu'à aujourd'hui, car la justice décide de rouvrir ce dossier. Les expertises ADN des terrains passés au crible et une nouvelle juge d'instruction déterminée à connaître la vérité. Ce soir, dans l'enquête du Grand News, nous revenons sur ce cold case qui a beaucoup marqué les esprits et qui souvent a été oublié. C'est l'enquête du Grand News. Le 11 octobre 2002, à La Garrigue, un petit village de 200 âmes, le corps sans vie de Ghislaine de Kerstrat est retrouvé dans sa maison. Ghislaine a 51 ans. Infirmière scolaire, elle vit seule, sans histoire. Ce soir-là, elle rentre chez elle comme à son habitude. Mais elle n'en ressortira jamais. Selon les enquêteurs, elle aurait ouvert sa porte à son agresseur. Aucun cri, aucune lutte. Elle ne s'est pas défendue. L'autopsie révélera une quinzaine de coups de couteau, portés avec une extrême violence. Pourtant, aucun signe d'effraction. Et rien n'a été volé. Le geste est personnel. C'est quelqu'un qu'elle connaissait. Mais aucune trace, aucun ADN. Rien. Pendant des mois, les gendarmes multiplient les auditions, épluchent les appels, recherchent le moindre indice. Mais tout mène à une impasse. En 2005, l'affaire est classée sans suite. Pour sa famille, c'est une deuxième mort. Celle de l'oubli. Ghislaine n'a pas eu justice. On ne peut pas vivre avec ça. Il faut que la vérité sorte, nous dit un témoin. Mais en juin 2024, un nouveau souffle. La cellule Cold Case de Bordeaux décide de rouvrir l'enquête. La juge d'instruction ordonne de nouvelles expertises ADN avec des techniques plus avancées.
Un terrain à proximité de la maison est inspecté mètre par mètre. Certains témoins, autrefois silencieux, acceptent enfin de parler. 2002, le crime. 2005, classement sans suite. 2024, relance de l'enquête. Un espoir fragile, mais réel. Les technologies ont évolué. Le temps a passé. Et parfois, ils libèrent les langues. Ghislaine de Kerstra n'est plus là pour raconter ce qu'il s'est passé ce soir d'octobre. Mais peut-être qu'aujourd'hui, enfin, quelqu'un est prêt à le faire à sa place. L'affaire Ghislaine de Kerstra est relancée. Reste à savoir, pour combien de temps encore la vérité acceptera de se taire point, c'était l'enquête du Grand News. À Rome, une explosion d'une extrême violence a semé la panique hier matin. 45 personnes ont été blessées dans l'incendie d'une station-service au cœur de la capitale italienne. Selon les autorités, le drame serait survenu au moment où un camion-citerne procédait à un ravitaillement. Une fuite de gaz serait donc à l'origine de la détonation. La déflagration a été si puissante qu'elle a fait trembler les vitres de nombreux immeubles aux alentours. Une école voisine a également été endommagée. Le maire de Rome, présent sur place, a évoqué des dégâts très importants, une scène de désolation. C'est comme si une bombe avait explosé, a résumé le chef régional des pompiers. Une enquête est en cours pour déterminer les causes exactes de cette explosion, comme vous pouvez le voir sur ces images. Des inondations ont provoqué la mort de plusieurs habitants au Texas, au sud des États-Unis, ont annoncé hier, le vendredi 4 juillet, les autorités locales qui ont d'ailleurs évoqué également des disparus, dont des fillettes, des enfants. Le bilan de la brusque montée des eaux reste encore incertain, a expliqué lors d'une conférence de presse Rob Kelly, le responsable des autorités locales du comté de Kerr, situé dans le centre du Texas. Et c'est sur ces images que nous refermons ce journal. Le Grand News ferme ses portes. Merci de l'avoir suivi. Je tenais personnellement encore une fois à vous remercier pour votre fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et je vous dis un grand merci. Je vous souhaite une très belle soirée et je vous souhaite un très bel été. À bientôt.